Des profondeurs de la terre à la cime des arbres, des déserts les plus arides aux toundras gelées, un monde caché surgit dans l'ombre, abritant des millions de vies. Une légion silencieuse mais omniprésente forme de vastes écosystèmes. Dans ce royaume microscopique, chaque espèce fait face à ses propres défis et joue un rôle crucial dans l'équilibre délicat de la nature. Au cœur de la colonie, la reine des abeilles dicte le pouls de la vie. Les fourmis coupeuses de feuilles, dans une caravane sans fin, avancent, transportant leur nourriture. Et au milieu de l'épaisse végétation, le phasme, maître du camouflage, disparaît dans le feuillage. La nature n'a jamais été aussi diversifiée, exprimant la vie sous une vaste gamme de formes inimaginables. C'est le monde des insectes, un petit royaume qui cache les plus grands secrets de la planète. Du plus profond de la forêt, la cigale brise le silence abyssal avec son chant assourdissant. À l'horizon, des millions de papillons monarques prennent leur envol pour un voyage de milliers de kilomètres. Et les robustes scarabées rhinocéros, bêtes blindées, livrent une bataille à mort pour la reproduction. Du grillon solitaire aux termites grouillantes, chaque espèce est un exemple indéniable de l'imagination du créateur. Même la nuit la plus profonde n'est pas un obstacle pour ces survivants expérimentés. Sous le regard de la lune, le bousier commence sa tâche ardue de pousser une boule géante de fumier. À la tombée de la nuit, de nombreux essaims de moustiques assoiffés de sang envahissent le ciel. Et tandis que l'obscurité tombe, les lucioles s'élèvent pour échapper à l'obscurité avec leurs organes lumineux clignotants. Avec plus d'1 million d'espèces décrites, les insectes constituent le groupe animal le plus diversifié de la planète. Si le nombre impressionnant de fourmis, de sauterelles, d'abeilles et de cigales découvertes est impressionnant, on estime qu'il existe encore environ 30 millions d'espèces non décrites. Ce qui signifie que cette classe d'arthropodes représenterait environ 90% des formes de vie sur notre planète. En plus d'abriter une biodiversité inégalée par toute autre espèce animale, les insectes sont extrêmement abondants. Les colonies infinies de fourmis, qui peuvent abriter jusqu'à 20 millions d'individus, en sont un exemple. Selon les estimations, pour chaque être humain sur la planète, il y a environ 200 millions d'insectes, ce qui montre une nette dominance de ces espèces sauvages. Grâce à leurs incroyables capacités de survie et d'adaptation, il n'y a pratiquement aucun endroit sur la planète qu'ils n'aient pas colonisé. Au milieu des déserts arides, où les températures dépassent facilement les 50 degrés Celsius, les fourmis et les coléoptères prévalent contre la chaleur accablante. Au pôle de la planète, où le froid extrême détruit toute possibilité de vie, les bourdons de l'Arctique et les moustiques de l'Antarctique développent des adaptations incroyables aux températures inférieures à 0. Pendant ce temps, dans les abîmes les plus profonds, où la lumière n'est rien d'autre qu'un mythe, les grillons des cavernes, les collemboles et autres insectes aveugles évoluent pour vivre dans l'obscurité. Mais les conditions de vie hostiles auxquelles ils sont confrontés dans leur biome ne constituent pas le seul défi à leur survie. Pour se faire une place dans leurs écosystèmes inhospitaliers, ces arthropodes n'ont d'autre choix que d'adopter une sauvagerie sans précédent. Les vastes domaines des insectes ont été conquis avec la violence comme norme. Les fourmis, vétérans de guerre, entament des batailles sanglantes pour les ressources dans lesquelles d'innombrables armées s'affrontent de front. Laissant une scène remplie de mort et de destruction. Les punaises assassines, expertes en chasse aux embuscades, deviennent le fléau d'innombrables espèces d'insectes, d'arachnides et même de petits vertébrés. Et la menthe religieuse, un prédateur camouflé, attend patiemment sa proie, infligeant la terreur à des milliers d'espèces animales. C'est le monde des insectes, un royaume plein de contrastes où, tandis que les lucioles scintillantes captivent par leur éclat, les guêpes terrifient par leurs actes de sauvagerie. L'une des espèces qui évoque probablement toute la majesté de la classe des insectes est l'imposant papillon monarque. À l'est des Rocheuses, dans l'extrême ouest de l'Amérique du Nord,
ces créatures ailées captivantes s'envolent dans l'un des vols les plus impressionnants de la nature. Bien qu'avec une envergure ne dépassant pas 10 cm, il ne soit peut-être pas la plus grande espèce animale dans le ciel, ces lépidoptères sont un exemple vivant d'adaptation et de résilience. Bien sûr, la caractéristique la plus frappante de son apparence est ses ailes orange vif, avec des veines noires proéminentes et des bords parsemés de taches blanches. Les monarques sont généralement principalement actifs le jour. Dès le lever du soleil, cette minuscule créature ailée émerge de son perchoir nocturne, où elle s'abrite du froid nocturne. Son petit corps le rendant extrêmement sensible aux basses températures, il a besoin de se réchauffer, et quelques heures de bronzage, ailes déployées, lui suffiront amplement. Une fois la température optimale atteinte, le lépidoptère effectue quelques courts vols pour étirer ses muscles et se mettre en forme. Prêt à s'envoler, il est temps d'entreprendre l'une des tâches qui occupent la majeure partie de leur journée, se percher de fleur en fleur à la recherche d'un nectar nourrissant. Cet élixir sucré leur fournit toute l'énergie nécessaire à leur long vol et à leurs autres fonctions vitales. Pour aspirer le nectar exquis, les papillons utilisent leur trompe, un processus qu'ils répètent encore et encore tout au long de leurs emplois du temps chargé. Bien qu'ils tirent une grande partie de leur hydratation de leur alimentation, ces insectes ont besoin d'eau potable pour rester hydratés. Bien sûr, pesant moins d'1 gramme, ils n'ont pas particulièrement besoin de vastes affluents pour s'abreuver, pouvant étancher leur soif avec quelques minuscules gouttes de rosée. De même, les flaques de boue sont une source importante d'eau et de minéraux, essentiels à leur santé. Les mâles, en particulier, utilisent ces nutriments pour produire des phéromones d'accouplement, qui les aident à attirer les femelles réceptives. Pendant la saison de reproduction, les mâles sont impatients et patrouillent activement leur territoire. Tout ce qui ressemble à une femelle est immédiatement poursuivi par ces lépidoptères avides de procréer. Après avoir identifié une femelle, une poursuite vigoureuse commence, au cours de laquelle le mâle finit par enrouler ses ailes autour de ce qu'il espère être une femelle réceptive. Une fois la femelle soumise, le mâle dévoile son organe sexuel, qui ressemble à une petite brosse. Cela libère les phéromones convoités, qui servent à persuader la femelle de s'ouvrir pour la copulation. Tout au long de cet acte, le mâle apparaît grossier, soumettant la femelle. Puis, la femelle étant complètement immobile, les organes sexuels des deux insectes se rapprochent. Lors de la copulation, qui peut durer plusieurs heures, le mâle transfère non seulement du sperme à la femelle, mais aussi une quantité importante de nutriments qui faciliteront grandement la ponte. À la fin de la copulation, le travail terminé, le mâle dépose une sorte de bouchon dans l'orifice génital de la femelle, ce qui l'empêche de copuler avec d'autres prétendants, tout en garantissant sa paternité. Après cet acte de possession extrême, le mâle, sans se retourner, laisse toute la charge de la ponte des œufs à la femelle et s'en va pour ne jamais revenir. Déjà fécondé, et avec jusqu'à 500 œufs en route, arrive l'un des moments les plus délicats de la reproduction, car la future mère doit trouver des plants d'asclépiades dans lesquels pondre sa future progéniture. La femelle pond souvent un seul œuf par feuille, essayant de le répartir sur le plus grand nombre de plantes possible. Il s'agit d'une manœuvre défensive contre les prédateurs. Après la ponte, la femelle, suivant l'exemple du mâle, abandonne les œufs à leur sort. Heureusement, après seulement 3 à 5 jours, ils éclosent et émergent sous forme de minuscules chenilles qui naissent pratiquement en se nourrissant d'asclépiades. Après un processus de croissance et plusieurs mues, la chenille, qui n'est plus petite, deviendra une chrysalide, d'où émergera, après 7 à 15 jours, un majestueux papillon monarque adulte. Et heureusement, le papillon désormais adulte est sorti de son cocon juste à temps pour réaliser l'un des exploits les plus impressionnants de la faune. Et avec l'arrivée de l'automne, sachant que l'hiver approche,
les colonies de papillons monarques qui vivent à l'est des Rocheuses regardent vers le sud et se préparent à accomplir un exploit allant jusqu'à 4000 km, qui les mènera vers une destination plus chaude dans les denses forêts de sapins du Mexique. Pour cette migration difficile, les papillons se rassemblent en de grands tapis oranges, où s'entassent des millions d'insectes. C'est une stratégie pour se protéger des basses températures et des prédateurs, car, bien sûr, ce voyage spectaculaire n'est pas exempt de la présence d'insectivores affamés, désireux de satisfaire leur appétit avec les monarques. Cependant, même si elles semblent extrêmement inoffensives, lorsqu'un petit rongeur, un oiseau ou même un autre insecte dévore l'une de ces créatures ailées, vous comprendrez de première main pourquoi ce n'est pas une bonne idée de se mêler de la royauté. La couleur orange vibrante de leurs ailes, loin d'être décorative, est un signe d'avertissement sur l'un des secrets cachés par ces lépidoptères. À savoir qu'avec un régime alimentaire depuis leurs premiers jours de vie à base d'asclépiades, les papillons monarques ont accumulé de puissantes toxines dans leur corps, qui, lorsqu'elles sont ingérées par d'autres espèces, peuvent provoquer des nausées, des vomissements et un malaise général, obligeant le chasseur à régurgiter immédiatement ce qui était jusqu'à quelques secondes auparavant une proie savoureuse, et à se demander s'il doit à nouveau chasser l'un de ces insectes pas du tout appétissants. Après avoir parcouru un chemin interminable jusqu'à leur refuge hivernal austral, les vastes colonies de monarques ont enfin atteint leur destination. Elles y passeront quelques mois à profiter de ce qui semble être une oasis de vie animale, à l'abri des basses températures. Bien sûr, lorsque les températures remonteront dans leur habitat nordique, ces papillons volants feront demi-tour et se dirigeront vers leur habitat nordique privilégié. Mais là, dans les forêts luxuriantes de sapins, dans ces arbres où se perchent des tapis de papillons monarques, à quelques centimètres à l'intérieur du bois, des millions de minuscules insectes se régalent. Pour les termites, ces vastes forêts tropicales sont un paradis, avec une source presque infinie de cellulose, leur principale nourriture. Ne mesurant pas plus de 12 mm, chaque minuscule termite fait partie de quelque chose de plus grand, exprimé dans une colonie gigantesque. Bien sûr, pour maintenir un ordre relatif dans cette société multiforme, ces insectes ont une hiérarchie très stricte, où le travail est divisé en groupes appelés castes. Les castes reproductrices représentent la strate la plus élevée de toute cette société ségrégée, dans laquelle le roi et la reine fondateurs de la colonie sont les seuls à avoir le droit de se reproduire. Si les 500 œufs pondus par les papillons monarques lors d'une saison de reproduction sont impressionnants, la hiérarchie des termites est capable de pondre jusqu'à 36 000 œufs par jour, un rythme de production qui garantit la croissance accélérée de la colonie et donc, en théorie, sa survie. Bien sûr, pour cela, ils ont besoin d'un roi à leur côté, chargé de la tâche épuisante de féconder constamment la femelle. Les ouvrières comptent parmi les membres les plus défavorisés de cette société. Les castes reproductrices étant entièrement responsables de la croissance de la colonie, les ouvrières, hommes comme femmes, sont stériles et aveugles. Malgré les rares privilèges dont ils bénéficient dans cette humble strate, les termites ouvrières assument l'essentiel du travail de la colonie. Elles cherchent de la nourriture, construisent le nid, s'occupent des œufs et des larves, et nourrissent même personnellement les autres castes. L'une des rares tâches, outre la reproduction dont les abeilles ouvrières ne sont pas les seules responsables, est probablement la défense de la colonie. La sécurité incombe aux soldats, eux aussi stériles et aveugles, qui luttent contre les intrus potentiels qui osent envahir leur domaine. À cette fin, le Créateur a doté les soldats de mandibules spécialisées capables d'infliger des dégâts à leurs ennemis. La férocité des termites soldats est sur le point d'être mise à l'épreuve avec l'incursion de l'un de leurs ennemis les plus sanguinaires. Les conflits entre fourmis et termites peuvent avoir de nombreuses causes. Parmi celles-ci, on peut citer les luttes territoriales, les disputes pour des morceaux de bois et même une relation prédateur-proie, car de nombreuses espèces de fourmis considèrent les termites comme des encas riches en protéines. Pour la petite sauterelle,
Il n'y a aucun obstacle que ses puissantes pattes ne puissent surmonter en un seul bond. Ne mesurant pas plus de 10 cm, cet insecte solitaire passe ses journées à lutter pour sa vie dans l'un des écosystèmes les plus dynamiques du monde. En Amazonie, chaque recoin regorge de vie. Si cela peut être un avantage compte tenu de la richesse de l'écosystème, cela représente également des défis importants pour la survie de cet insecte sauteur. Bien qu'elle n'ait pas été dotée par le créateur d'une grande taille et qu'elle n'ait pas l'avantage de vivre dans une grande colonie, la sauterelle ermite possède plus qu'assez d'outils pour assurer sa survie, même au milieu de l'Amazonie sauvage. Ses pattes incroyablement grandes et musclées, conçues pour des sauts rapides et puissants, constituent son principal moyen de fuite face à toute menace qui se profile à l'horizon. Ses 2 paires d'ailes membraneuses lui permettent également de voir très haut, échappant ainsi aux nombreux prédateurs prêts à tuer pour dévorer une sauterelle riche en protéines. Les hirondelles, les pics, les geckos, les iguanes, les serpents, les grenouilles, les chauves-souris, les singes et même d'autres insectes peuvent constituer une menace sans précédent pour la survie de la sauterelle rusée, en faisant partie de son régime alimentaire. Face à un environnement aussi hostile, avec des prédateurs partout, cet insecte ingénieux, peu enclin à périr, utilise ses meilleures techniques de survie pour échapper à ses nombreux poursuivants. La physionomie de la sauterelle est spécialement adaptée pour lui offrir un camouflage enviable. Sa coloration vibrante, aux nuances de vert, de brun et de gris, imite les feuilles séchées, l'écorce ou les lichens, végétation abondante dans l'écosystème amazonien. Bien que sa première ligne de défense consiste toujours à adopter un comportement cryptique, restant immobile face à une menace potentielle, lorsqu'elle est détectée par un prédateur, la sauterelle agile n'hésite pas à faire honneur à son nom et à fuir d'un bond explosif. Grâce à ses prodigieuses capacités de saut, cet insecte peut parcourir jusqu'à 1 mètre d'un seul coup, suffisamment pour échapper à ses poursuivants. Pour dérouter davantage ses prédateurs, l'insecte peut alterner ses sauts avec des vols erratiques, ce qui leur fera perdre sa trace. Bien que les couleurs vibrantes de leurs ailes postérieures semblent mettre une cible sur ces orthoptères, la vérité est que, lorsqu'ils sautent ou se lancent dans l'un de leurs vols rapides, en les dépliant, ils peuvent provoquer un effet de flash qui déroute momentanément leur traqueur, suffisamment pour qu'ils retournent à leur camouflage ou s'échappent de la scène. Même lorsqu'ils sont capturés par des prédateurs impitoyables, ces insectes n'abandonnent pas et, dans une pure démonstration de ruse, ils peuvent régurgiter leur contenu gastrique sur leur corps, ce qui tente de dissuader leurs ravisseurs de les dévorer. De même, à quelques secondes d'être avalée par un singe affamé ou une hirondelle vorace, la sauterelle, refusant catégoriquement de se laisser enlacer par le chaud manteau de la mort, lance de multiples coups de pied avec ses pattes arrière acérées, comme une mesure de défense désespérée. Ayant étonnamment survécu aux assauts de ses prédateurs, cet insecte résilient se lance à la poursuite de son appétit. Si son agilité enviable et sa capacité de saut presque surréaliste le font passer pour un chasseur habile, guettant la moindre erreur de sa proie pour la dévorer, en réalité, les sauterelles sont des herbivores invétérés qui se nourrissent d'herbes et de feuilles. Pour trouver leurs abondantes sources de nourriture, ces insectes se déplacent généralement de manière aléatoire sur de grandes distances autour de leur habitat. Passant de longues heures à sauter et à marcher dans la végétation et avec un régime alimentaire tout à fait simple, les chances de tomber sur quelque chose sont très élevées, surtout dans la généreuse forêt amazonienne. Dans la recherche active de feuilles succulentes, leurs grands yeux sont d'une grande aide, car ils leur permettent de détecter des formes et des objets, ainsi que de distinguer la végétation au sol. Leurs minuscules antennes, qui à première vue peuvent sembler inutiles à leur survie, deviennent des outils essentiels pour détecter les plantes savoureuses. En percevant les odeurs les plus subtiles, elles sont capables de localiser leurs plantes préférées, même au cœur d'une forêt tropicale dense.
Sachant qu'il vit dans un écosystème sauvage où même les plantes développent des mécanismes pour éviter d'être mangées, lorsqu'il rencontre une source de nourriture potentielle, avant de dévorer désespérément ses feuilles, l'insecte utilise ses palpes buccaux pour examiner soigneusement la surface des feuilles. Ce comportement peut lui éviter d'ingérer des feuilles au goût désagréable, voire celles qui, après des années d'évolution, contiennent de puissantes toxines qui l'empêchent d'être mangées. Malgré son mode de vie solitaire, à l'arrivée de la saison de reproduction, ce minuscule insecte rompt son insaisissabilité et part à la recherche d'une femelle fertile dans son coin de forêt amazonienne. Pour ce faire, il produit un son caractéristique en battant des ailes contre ses pattes, signalant aux femelles la présence d'un mâle désireux de se reproduire dans les environs. Une autre fois, ils peuvent émettre ce son particulier lorsqu'ils se sentent menacés, dans un comportement social étrange dans lequel ils tentent d'avertir leur père d'un danger imminent. Alors que la sauterelle agile compte sur ses sauts puissants pour assurer sa survie dans l'Amazonie sauvage, le scarabée rhinocéros, indompté et capricieux, préfère résoudre ses problèmes à l'aide de sa corne acérée. Avec un corps robuste, légèrement aplati et une corne proéminente sur la tête, il n'est pas difficile de comprendre d'où vient le nom de cet insecte impressionnant. Malgré son corps maladroit et massif, ce coléoptère est étonnamment habile à voler, capable de se déplacer avec une grande facilité entre les arbres à la recherche de nouveaux territoires à explorer. Cette petite créature cornue se fraye généralement un chemin dans la jungle la nuit, lorsque sa couleur noire brillante l'aide à disparaître dans l'obscurité. Comme leur pic d'alimentation se produit pendant leur stade larvaire, lorsqu'ils dévorent tous les types de matières en décomposition, les adultes n'ont généralement pas un régime alimentaire très exigeant et, dans de nombreux cas, ils survivent simplement grâce aux réserves d'énergie stockées depuis leur stade larvaire. Cependant, lorsque leur estomac commence à gargouiller, les fruits pourris, les jeunes feuilles, le nectar des fleurs ou la sève des arbres peuvent calmer leur faim. Pour localiser ces sources de nourriture abondantes, les insectes utilisent leurs antennes, criblées de chimiorécepteurs, pour détecter l'odeur de sève ou de fruits pourris. Leur odorat est leur principal outil pour trouver ces aliments au cœur d'une vaste jungle. Outre leur corne imposante, les scarabées rhinocéros partagent avec le mammifère africain leur tempérament volatile. Surtout lorsqu'une femelle fertile est impliquée, les conflits entre ces insectes sont inévitables. Dans une lutte sanglante pour le droit de procréer, les arthropodes parcourent des centaines de mètres, répondant à l'appel de la nature. Une fois à proximité de la femelle, lorsque deux mâles s'affrontent, il n'y a qu'un seul moyen de résoudre le conflit. Ils se livrent à un duel féroce pour obtenir le droit de s'accoupler. Lors de ces combats, bien sûr, leurs cornes polyvalentes prennent le dessus. Loin de vouloir tuer son adversaire, l'objectif de chaque scarabée est de se glisser sous le corps de son rival et, d'un seul coup sec, de le soulever et de le retourner. Avec une arme tranchante plantée sur leur tête et étant les animaux les plus forts du monde proportionnellement à leur taille, atteignant la capacité de soulever près de 900 fois leur poids, il est facile de sentir que dans cette bataille, il n'y a pas de trêve. Et les hostilités, en plus d'être une démonstration de sauvagerie, deviennent un événement quotidien. À maintes reprises, les deux mâles chargent l'un sur l'autre avec une force démesurée, tentant de faire tomber leur adversaire hors de l'arène ou de l'immobiliser. Si chaque coup est porté avec une férocité extrême, ces duels sont en réalité hautement ritualisés. Une série de règles tacites permettent d'éviter les blessures graves. Après quelques minutes de combat, le mâle le plus faible se retire, laissant à l'insecte vainqueur le droit de copuler. Bien que ces duels semblent souvent féroces, aucun des deux combattants n'étant prêt à céder, il peut parfois y avoir des pauses momentanées dans les hostilités. Par exemple, lorsque la femelle quitte l'arène de combat, les mâles appellent une brève trêve, s'assurant qu'aucun autre prétendant ne les devance dans la copulation pendant qu'ils se battent en duel.
De même, vivant dans un écosystème infesté de prédateurs, si une espèce insectivore s'approche du champ de bataille lors d'une confrontation, les coléoptères n'hésiteront pas à interrompre leur combat pour se reproduire et chercher la sécurité. Avec des oiseaux de proie, des coatis, des tatous, des serpents, des araignées et des mille pattes désireux de dévorer ces insectes robustes et riches en protéines, le scarabée doit faire preuve de débrouillardise pour éviter d'être englouti par ces innombrables prédateurs. Face à un petit prédateur comme les autres insectes, le scarabée n'a aucun mal à résister. Sa corne robuste et sa carapace dure sont les outils que son créateur lui a donnés. Des adversaires tels que des insectes ou des araignées peuvent se retrouver face à un ennemi redoutable, pouvant même causer des blessures importantes. Bien sûr, face à un grand prédateur, aucune armure ne vaut le coup, et souvent la meilleure défense est de ne rien faire. Bien qu'ils ne disposent pas du meilleur camouflage au monde, ces arthropodes, grâce à leur furtivité, parviennent à passer inaperçus, évitant ainsi une mort certaine. En plus de rester calme et d'espérer ne pas être détecté, cet insecte rusé peut toujours utiliser ses ailes pour s'envoler rapidement vers la sécurité. Outre ses étonnantes capacités de survie, le scarabée rhinocéros a une durée de vie relativement courte, environ 4 ans seulement. Durant cette période, il part d'un minuscule œuf en décomposition et accomplit l'exploit de se transformer en un adulte redoutable et de trouver une femelle fertile pour assurer la préservation de l'espèce. Près de l'habitat du robuste scarabée rhinocéros en Amazonie, un autre arthropode gît immobile parmi la végétation. Pour la rusée menthe religieuse, il n'y a pas d'autre moyen de survivre que de se dissimuler dans sa furtivité saisissante. Avec une longueur maximale de 7 cm, la menthe religieuse est l'un des insectes les plus impressionnants de la planète. Son corps long et élancé, doté de fines antennes et d'une tête triangulaire, lui confère une apparence terrifiante. Ses pattes antérieures rapaces, couronnées d'épines acérées comme des rasoirs, font de cet insecte un cauchemar pour d'innombrables proies dans le vaste écosystème amazonien. Comme si cela ne suffisait pas, il possède également 2 paires d'ailes qui lui permettent de planer comme un pro. Contrairement au scarabée rhinocéros herbivore, la menthe religieuse passe complètement d'un régime alimentaire à base de fruits et de matières organiques à un régime extrêmement carnivore, dévorant toute proie à portée de ses enviables capacités de chasse. Les mouches, les moustiques, les sauterelles, les cafards, les fourmis, les araignées, les reptiles, les petits oiseaux et même les minuscules rongeurs peuvent être dévorés en quelques secondes par ce prédateur insatiable. Bien qu'elle possède un corps spécialement conçu pour tuer, la plus grande compétence de chasse de la menthe religieuse est, de loin, sa furtivité. Caché, froid et calculateur au cœur de la végétation dense, ce chasseur ingénieux disparaît de la vue de sa proie, guettant le moment idéal pour lancer son attaque. Sa couleur verte et brune lui permet de se dissimuler dans le feuillage environnant. De même, des millions d'années d'évolution ont conduit les parties de son corps à imiter des feuilles séchées, des branches, de l'écorce, voire des fleurs. Grâce à sa vision prodigieuse et à sa capacité à faire pivoter sa tête jusqu'à 180 degrés, la menthe religieuse peut scruter son environnement avec une grande efficacité, à l'affût d'une proie sans méfiance qui s'approche suffisamment près pour lui tendre une embuscade mortelle. Dès que sa victime est à quelques centimètres, l'insecte lance son attaque féroce en un clin d'œil. Déferlant à une vitesse presque imperceptible grâce à ses pattes rapaces, la proie n'a aucune chance de survie. Immédiatement, quelques secondes seulement après sa capture, le prédateur ne perd pas de temps et commence à dévorer sa victime. Souvent, alors que la proie lutte encore pour sa survie, elle est avalée vivante, une mort lente et douloureuse aux mains de l'un des prédateurs les plus sanguinaires et les plus efficaces de la nature. Cependant, malgré la létalité que la menthe religieuse peut afficher sur ses proies, la chaîne alimentaire de l'écosystème qu'elle a choisi comme habitat est impitoyable et, tout comme elle soumet ses victimes, parfois celle qui finit par être dévorée est ce chasseur redouté. Les oiseaux, les araignées, les crapauds, les serpents, les lézards,
Les petits mammifères et même d'autres insectes peuvent se charger de rendre justice aux milliers de victimes de la menthe religieuse en l'incorporant à leur alimentation. Bien sûr, la menthe religieuse ne sera pas une proie facile à chasser, et si un prédateur veut la maîtriser avec sa morsure, elle devra se battre. Cette capacité de furtivité enviable qui lui permet de capturer ses proies est son meilleur atout pour échapper aux prédateurs. Dissimulé dans la végétation, cet insecte est presque invisible, ce qui rend sa dévoration encore plus difficile. Le mimétisme de cette espèce est si avancé que même les nymphes peuvent imiter les fourmis pour éviter les attaques de prédateurs potentiels. Lorsqu'il est directement menacé par un prédateur, loin de céder à la mort, ce survivant réticent adopte des postures provocatrices, se cabrant et levant ses pattes avant pour paraître plus grand. Il déploie aussi souvent ses ailes et même ondule ou vibre pour produire un sifflement qui intimide le prédateur. Lorsque ses capacités de camouflage et ses démonstrations de menace ne parviennent pas à dissuader un prédateur, il déploie toujours ses ailes et opte pour la facilité en s'échappant rapidement. Bien qu'il ne maîtrise généralement pas le ciel, il peut échapper à son prédateur par un vol court et erratique. La ruse des menthes religieuses est telle que certaines, assiégées, choisissent de se livrer à une forme particulière de thanatose, c'est-à-dire de feindre la mort en tombant au sol et en restant immobiles. Certains prédateurs, à la vue de l'insecte sans vie, peuvent se désintéresser et quitter les lieux. Si même cette ingénieuse mesure de survie ne fonctionne pas, l'insecte, sa vie étant en jeu, déchaînera toute son agressivité dans un combat au corps à corps féroce. Grâce à ses morsures et griffures féroces, la menthe religieuse est capable de tenir tête même à des prédateurs plus imposants. Cependant, dans certains cas, c'est elle qui finit par être dépassée et tombe dans les griffes ou les mâchoires d'un adversaire digne de ce nom. Dans de nombreux cas, le plus grand ennemi de la survie d'une menthe religieuse est en fait une autre menthe. À l'approche de la saison de reproduction, lorsque les femelles commencent à libérer des phéromones pour attirer les mâles à proximité, les mâles imprudents qui s'approchent d'elles sans précaution peuvent devenir leur proie. La femelle étant considérablement plus grande et ayant tendance à avoir un tempérament explosif, une apparition imprudente sur les sites de reproduction peut coûter la vie à plusieurs mâles. Pour éviter d'être dévorés par une femelle affamée, les mâles les plus expérimentés s'approchent furtivement, dissimulés par leur camouflage sophistiqué. Lorsque la femelle tourne sa tête triangulaire vers lui, il reste immobile et avance lentement vers la mère potentielle de son petit. Une fois près de la femelle, le mâle bondit sur elle et la soumet avec ses pattes, un geste quelque peu hostile qui lui évite de devenir la proie de sa partenaire. Immédiatement, sa vie étant en danger à chaque seconde, le mâle entame la copulation, un acte qui peut durer plusieurs heures. C'est à ce moment-là que se produit l'une des scènes les plus sauvages du monde microscopique, mais fascinant, des insectes. Pendant l'accouplement, ou quelques secondes plus tard, la femelle, affichant sa férocité, décapite le mâle. Cette attaque foudroyante peut considérablement augmenter la durée et la qualité de l'accouplement en inhibant les nerfs du mâle, assurant ainsi un meilleur succès reproducteur. Après une copulation qui n'a pas été de courte durée, la femelle désormais fécondée procède à la consommation de son acte cruel de cannibalisme sexuel en dévorant l'homme qui sera le futur père de sa progéniture, afin de profiter de tous ses nutriments et de se préparer à la ponte de centaines d'œufs. Alors que la menthe religieuse se cache à nouveau parmi la végétation verte amazonienne, après avoir fini de dévorer le mâle avec lequel elle vient de copuler, à l'autre bout du monde, en Asie du Sud-Est, au cœur de la dense forêt tropicale de Bornéo, un insecte volant, ne vivant plus caché dans l'ombre, préfère s'élever dans le ciel, volant toute l'attention avec ses couleurs vives. Avec une envergure allant jusqu'à 12 cm et des couleurs vibrantes dans des tons de bleu, vert, rouge et jaune, la libellule est l'une de ces créatures que le Créateur a dotées d'une beauté captivante. Outre ses couleurs éclatantes, ses grands yeux, son abdomen allongé et ses deux paires de grandes ailes transparentes font de ce coléoptère une espèce incomparable, même au milieu d'une forêt tropicale humide où la biodiversité est abondante. L'un des inconvénients de vivre dans un habitat où la faune sauvage se trouve dans sa forme la plus pure est peut-être que les prédateurs prêts à dévorer un insecte frappant comme la libellule sont plus que nombreux. Les oiseaux tropicaux tels que les calaos et les perroquets, les rainettes, les serpents verts, les araignées tisseuses d'orbes, les menthes religieuses et même les poissons d'eau douce, dans le cas des nymphes, peuvent considérer cet insecte captivant comme une proie désirable.
Bien sûr, véritable maîtresse des cieux, au moindre signe de menace, la libellule n'hésite pas à déployer ses ailes et à prendre son envol. Dans un environnement confiné et à la végétation dense, la maniabilité aérienne de cet insecte est tout simplement impressionnante. Il est capable d'effectuer des virages serrés, des accélérations explosives et des freinages brusques, lui permettant d'échapper à ses innombrables prédateurs. Le secret de ses prouesses aériennes inégalées réside dans sa capacité à déplacer ses 4 ailes indépendamment. Il est fréquent de voir ces insectes agiles reculer dans les airs, se déplacer d'un côté à l'autre, rester immobiles et changer de cap en quelques secondes. Leur tactique de survie inclut également une surveillance constante de leur périmètre. Grâce à leurs yeux immenses, ils peuvent détecter toute menace potentielle à distance, ce qui leur laisse suffisamment de temps pour s'échapper et battre en retraite honorablement. Bien que leur principale contre-mesure aux intentions cruelles de leurs prédateurs soit toujours de déployer leurs longues ailes et de prendre leur envol, certaines libellules peuvent choisir d'essayer de se cacher, se perchant sur des troncs ou des branches selon des motifs imitant l'écorce ou la mousse. En plus de cette stratégie de camouflage ingénieuse, bien qu'ils soient principalement diurnes, d'autres insectes préfèrent être plus actifs pendant les heures de l'aube ou du crépuscule, lorsque la plupart des prédateurs sont encore aveuglés par l'obscurité et cherchent également refuge contre la chaleur tropicale étouffante. Laissant de côté son apparence captivante, la vérité est que la libellule, comme la menthe religieuse, est un prédateur sanguinaire, prêt à chasser une grande quantité d'espèces sauvages pour satisfaire son appétit très exigeant. Parmi la longue liste de proies des libellules figurent les moustiques, les moucherons, les mouches des fruits, les papillons, les termites et même d'autres libellules. Tout comme leurs yeux énormes sont un atout crucial pour repérer les prédateurs, ils bénéficient également d'un champ de vision de près de 360 degrés pour la chasse. De plus, leur vision très fine leur permet de détecter même un minuscule moustique à plusieurs mètres de distance. Prodigieuse chasseuse aérienne, la libellule calcule la trajectoire de sa proie et entame une brève poursuite aérienne qui se termine inévitablement par une nouvelle victime. Lors de ses sprints rapides en vol, cet insecte est capable d'atteindre des vitesses allant jusqu'à 50 km/h. Grâce à sa vitesse de vol, l'anisoptère a rapidement sa proie à portée de ses pattes épineuses. Une fois sa proie à portée, la libellule positionne ses pattes en forme de panier et bondit sur l'insecte. Avec une précision impressionnante, le prédateur capture sa proie et sans même s'arrêter, commence immédiatement à dévorer le fruit de sa chasse. Grâce à sa puissante mandibule, l'insecte peut facilement déchiqueter sa proie et la mâcher. Après une chasse réussie, la libellule ne s'arrête même pas pour digérer sa nourriture, car, avec son métabolisme extrêmement rapide, l'insecte doit chasser jusqu'à des centaines de petites proies pour satisfaire ses besoins quotidiens. En plus de chasser quotidiennement de petites populations d'insectes, en maintenant un contrôle optimal sur eux, un autre scénario dans lequel les libellules affichent leur férocité est lorsqu'un de leurs congénères envahit leur territoire. Les mâles de cette espèce ont tendance à être extrêmement territoriaux, refusant de tolérer que même une de leurs partenaires s'approche de leur domaine. Pour éviter les intrus, les libellules effectuent souvent des promenades quotidiennes, surveillant les limites de leur territoire. De même, après leur vol de reconnaissance, ils peuvent rester perchés pendant des heures sur des perchoirs élevés, guettant à distance l'arrivée d'étrangers. Dès qu'un intrus envahit l'espace aérien de la libellule territoriale, le mâle défenseur le poursuit activement, dans une course acrobatique offrant des démonstrations aériennes époustouflantes. Après des montées et des descentes rapides et des virages serrés, le mâle défenseur finit généralement par prendre l'intrus en chasse. Il arrive aussi que le mâle territorial adopte des postures menaçantes, affichant ses couleurs vives et la taille de ses ailes pour persuader les intrus d'abandonner son domaine. Ce comportement hautement territorial se justifie par la défense des zones riches en nourriture, ainsi que des plus propices à la reproduction. Ces affrontements entre mâles, dont l'insecte le plus fort sort souvent vainqueur, garantissent aux mâles les plus aptes le droit de se reproduire. Alors que la libellule continue de planer dans les airs à toute vitesse, captivante par ses couleurs saisissantes, là, au milieu de la végétation abondante de la forêt tropicale de Bornéo, un autre insecte préfère passer complètement inaperçu, menant une vie insaisissable et solitaire.
Caché au milieu du feuillage, le phasme élève la définition du camouflage à un nouveau niveau. Doté d'un corps allongé, droit, cylindrique et brun, ce phasme est capable de disparaître en se faisant passer pour une petite branche. Il présente souvent des marques et des motifs distinctifs le long de son corps, qui se fondent dans la texture de l'écorce, ajoutant encore plus de réalisme à son camouflage déjà saisissant. Ses pattes et ses fines antennes peuvent simuler de petites branches secondaires parfaitement adaptées à son rôle de végétation. Ces dernières lui permettent également d'être en contact étroit avec son environnement, percevant les changements par le toucher et l'odorat. Les capacités de camouflage du phasme vont au-delà de sa capacité physique à disparaître dans la végétation. De la jungle dense de Bornéo, où les papillons de l'Atlas cherchent inlassablement un partenaire avant que la mort ne les rattrape, à quelques milliers de kilomètres au sud de la planète, au cœur de l'Afrique du Sud sauvage, surgit l'une des sociétés les plus impressionnantes de tout le royaume des insectes. Vivant dans une ruche comptant jusqu'à 80 000 individus, les abeilles n'ont pas d'autre moyen de survivre qu'en communauté. Comme les termites sociaux, l'apparence des abeilles varie considérablement selon la caste ou le niveau social. Cependant, en règle générale, elles possèdent toutes 2 paires d'ailes membraneuses, une paire d'antennes segmentées et 6 pattes. Les ouvrières, toutes des femelles, constituent souvent la majorité de la ruche et sont généralement les plus petites, ne dépassant pas 1,5 cm. Leur corps robuste et velu les aide dans leur tâche ardue de récolte du pollen. Bien sûr, leur coloration brune et jaune caractéristique, avec leur abdomen couvert de bandes noires, vole la vedette. Leur dard en forme d'altère leur donne également une apparence menaçante. Les faux-bourdons représentent les mâles de la ruche et ont un corps légèrement plus robuste et plus imposant que celui des ouvrières. Ils se distinguent par leurs grands yeux, l'absence de dard et une couleur légèrement plus foncée. La reine, quant à elle, est de loin la plus grande abeille, mesurant plus de 2 cm. Son abdomen long et fin rappelle son rôle important dans la ponte, et elle possède également un dard lisse qu'elle peut utiliser à maintes reprises. Dans la vie sociale complexe des abeilles, chaque membre de la ruche a des rôles bien établis, ce qui signifie que, même dans cette vaste société, règne l'ordre et une hiérarchie irrévocable. La reine, seule femelle fertile, est responsable de la reproduction de la ruche. Pour y parvenir, elle doit s'accoupler avec d'innombrables mâles lors d'un vol nuptial, au cours duquel elle stocke le sperme dont elle aura besoin toute sa vie. Chargée de subvenir aux besoins d'une société aussi vaste, cette régente pond jusqu'à 2000 œufs par jour, assurant ainsi la subsistance de son vaste empire. Elle peut également utiliser des phéromones pour guider le comportement de ses sujets au sein de la ruche. Les faux-bourdons, quant à eux, n'ont d'autre fonction principale que la copulation avec la reine, évitant ainsi tout travail supplémentaire autre que la fécondation du monarque. Bien que cela puisse présenter des avantages, ils sont généralement expulsés de la ruche à la fin de l'été, car dans le monde effervescent des abeilles, il n'y a pas de place pour du personnel inactif. Contrairement aux mâles paresseux, les ouvrières assument la plus grande charge de travail au sein de la ruche, accomplissant pratiquement toutes les tâches nécessaires au maintien de la société. Au sein de la caste des ouvrières, il existe des groupes d'insectes spécialisés dans différentes tâches. Par exemple, il y a les nourrices, qui se consacrent exclusivement aux soins des larves et des nymphes. Les bâtisseuses, qui travaillent sans relâche à la sécrétion de cire et à la formation des rayons. Les stockeuses, qui sont chargées de recevoir le nectar et le pollen pour leur transformation ultérieure. Les gardiennes, qui gardent l'entrée de la ruche. Et, bien sûr, les butineuses, dont le travail consiste à aller récolter le nectar, le pollen, l'eau et tout ce qui est nécessaire à la production de miel. Dans cette société utopique, chaque tâche est essentielle à la survie de la ruche.
Les tâches liées à la production et au stockage du miel assurent aux abeilles une alimentation suffisante lorsque l'abondance printanière et estivale se tarit et que le nectar se raréfie. Les nourrices, la reine et même les faux-bourdons jouent tous un rôle essentiel dans la reproduction et la croissance de la ruche, sans lequel cette société serait vouée à périr. De leur côté, les ouvrières gardiennes veillent à ce que tout ce que leurs congénères ont construit ne s'effondre pas sous l'attaque d'un prédateur rusé. Conscients du succulent trésor caché dans la ruche, les prédateurs ne tardent pas à arriver, déterminés à dévorer le miel et même les insectes eux-mêmes. Les blaireaux à miel, les babouins, les souris, les moufettes, les guêpiers et même les insectes tels que les frelons, les fourmis et les coléoptères de la ruche peuvent menacer la survie de ces hyménoptères sociaux. Dès qu'elles se voient attaquées par un envahisseur, les abeilles n'hésitent pas à utiliser leur dangereux dard. En plus de percer le corps de l'agresseur, elles libèrent une puissante apitoxine qui peut provoquer de graves gonflements et douleurs. Bien que les abeilles gardiennes constituent la première ligne de défense de la ruche, elles peuvent utiliser des phéromones pour alerter les autres ouvrières, déclenchant ainsi la réaction d'un essaim pouvant compter jusqu'à des milliers d'insectes agressifs. Bien que son attaque par piqûre puisse être extrêmement efficace pour dissuader les prédateurs, avec cette attaque, l'abeille attaquante est instantanément tuée. Une autre mesure de survie astucieuse lorsqu'on est assiégé par des prédateurs comme les souris est de sceller immédiatement les points d'entrée de la ruche à l'aide de propolis, permettant aux insectes de se retirer dans le confort de leur abri. Quelque temps après la défense acharnée de la ruche par les abeilles, le soleil commence à se coucher à l'horizon, indiquant qu'il est temps pour les essaims de moustiques de prendre le contrôle du ciel. Les moustiques, aussi appelés moustiques, représentent l'une des espèces les plus impressionnantes du monde des insectes. Leur corps segmenté, divisé en thorax, tête et abdomen, doté d'une paire de petites ailes membraneuses et de 6 longues pattes fines, leur confère une apparence à la fois saisissante et intimidante, s'ils n'étaient pas minuscules, mesurant à peine 6 mm. La trompe de ces insectes ailés est de loin l'une de leurs caractéristiques les plus impressionnantes. Les femelles possèdent une trompe longue et fine contenant plusieurs pièces buccales, idéales pour percer la peau et sucer le sang. Les mâles, en revanche, malgré une trompe plus robuste, sont incapables de percer la peau et se limitent à sucer des liquides. Bien qu'ils aient la réputation d'être des créatures sanguinaires pour satisfaire leur énorme appétit, la vérité est que le régime alimentaire de ces insectes se compose principalement de nectar de fleurs, de sève de plantes et de jus de fruits mûrs. Seules les femelles, pendant le développement de leurs œufs, se nourrissent de sang, car elles ont besoin de tous les nutriments qu'il fournit pour soutenir l'énergie nécessaire à la ponte. Pour trouver ces hôtes qui leur fourniront ce qui constitue pour eux un véritable élixir, ils détectent les sources de dioxyde de carbone produites par leur proie lorsqu'elles respirent. Les moustiques sont capables de localiser leurs victimes jusqu'à 30 mètres de distance. Ils utilisent également des capacités de détection thermique sophistiquées qui leur permettent de localiser la peau exposée, les meilleurs endroits pour attaquer. Une fois la cible localisée, la femelle y insère sa trompe et perce immédiatement la peau à la recherche d'un vaisseau sanguin. À l'aide de ses stylets, l'insecte injecte sa salive, riche en anticoagulants et en anesthésiques locaux, laissant l'hôte inconscient des intentions de cet insecte, hélas sanguinaire. Lorsqu'il trouve le ver, le moustique suce le sang de sa victime, se gorgeant si possible. En général, lors de ces attaques, un moustique n'ingère pas plus d'1/100 de millilitre. Même si cela peut paraître infime, cela suffira amplement à mettre au monde de nombreux œufs. Elle les pond individuellement ou dans de petits sacs dans des sources d'eau stagnantes, où ils entameront un processus de développement complexe comprenant un stade larvaire et une métamorphose impressionnante. Laissant de côté les attaques fugaces des femelles sur les mammifères, les oiseaux, les amphibiens et même les reptiles, où elles se révèlent être des prédateurs habiles, la vérité est que ces insectes sont une source de nourriture cruciale pour des espèces telles que les chauves-souris, les hirondelles, les libellules, les araignées, les menthes religieuses et même les poissons à l'état larvaire. Le rôle des moustiques dans les écosystèmes est controversé. Bien qu'ils soient classés parmi les espèces les plus meurtrières pour l'humanité,
responsables de près d'1 million de décès par an, ces moustiques représentent également un maillon fondamental de la chaîne alimentaire, dont dépendent d'innombrables espèces pour leur subsistance et sans laquelle elles périraient inévitablement. Les termites sont une autre espèce d'insectes historiquement classés comme nuisibles, ignorant leur rôle crucial au sein des écosystèmes. Ces minuscules insectes jouent un rôle essentiel dans le recyclage de la matière organique morte et établissent de nombreuses relations symbiotiques avec d'autres espèces animales. Tout comme les moustiques et les termites sont menacés, pratiquement toutes les espèces d'insectes sont confrontées à divers défis pour leur survie découlant des activités humaines. Pour les abeilles, la fragmentation de l'habitat due à l'agriculture de masse et à la déforestation laisse ces hyménoptères avec de moins en moins de sites de ruches adaptés, réduisant considérablement leur population. L'utilisation de pesticides est une autre pratique qui affecte d'innombrables espèces d'insectes, dont la majestueuse menthe religieuse. De même, la détérioration des écosystèmes tue chaque jour des millions de ces invertébrés. Face à la raréfaction des asclépiades dans leur habitat, la reproduction de ces fascinants papillons monarques est plus que jamais confrontée à des défis. En observant de près le monde des insectes, de la précision de la chasse d'une libellule à l'ingéniosité du phasme à rester invisible, nous réalisons que ces minuscules êtres sont, en fait, les géants silencieux de notre planète. Représentant les fondements invisibles sur lesquels repose la biodiversité et le fonctionnement des écosystèmes, donnant ainsi vie à des millions d'espèces sauvages. Avez-vous été impressionné par les histoires d'ingéniosité, de lutte et de survie du monde des insectes ? Alors n'hésitez pas à nous laisser un j'aime et un commentaire ci-dessous pour nous indiquer quelle espèce vous a le plus marqué. Si vous souhaitez rester au courant de nos prochaines vidéos, vous pouvez également vous abonner à la chaîne et cliquer sur la cloche de notification. N'oubliez pas de partager également la vidéo avec vos amis afin qu'ils puissent en apprendre davantage sur ce fantastique royaume sauvage microscopique. Sans plus tarder, on se retrouve la prochaine fois avec d'autres histoires de prédateurs rusés, de proies habiles et surtout de vie sauvage.